Moi, c'est Marine. Il y a quelque temps, je suis partie seule à la découverte du monde. Enfin, plutôt de mon univers intérieur. J'avais besoin de savoir qui j'étais. J'ai parcouru des montagnes, des déserts, traversé des villes et des océans. Finalement, j'ai posé mon sac en Bretagne, là où je cultive mes racines. C'est un nouveau voyage qui commence pour moi. Et cette fois, on va le faire ensemble. Nos guides seront les gens de la mer. On lève l'ancre. Bienvenue dans Littoral. Je suis avec mon coach d'apnée, Franck Daouben. Donc là, j'apprends les exercices sur la respiration. Et j'ai encore du boulot. Bienvenue dans Littoral. L'univers de l'archéologie sous-marine m'a toujours intriguée. Aujourd'hui, je vais partir à la recherche de plusieurs épaves mythiques. Mais avant cela, pour une première approche des profondeurs, je m'initie à l'apnée. Ça, c'est important. Pourquoi on doit se baisser comme ça ? Et là, on te descend, tu as relâché encore plus d'air. Ce qui fait qu'avant de partir pour une perf, tu vas pouvoir, tu es au bord de l'eau, tu es porté par l'eau, tu vas pouvoir relever tes deux jambes pour, quand tu as fini ton expi, ça, c'est pour expirer davantage. Expirer davantage. D'accord. Pendant ce temps de relaxation, de ventilation, on va chercher à dégager tout ce qui nous embête, tout ce qu'on a à l'extérieur, qui vient un petit peu perturber notre état. On va le laisser à l'extérieur. Et pendant ce temps-là, ça peut prendre juste 5-10 minutes. C'est de la ventilation, on se concentre sur le corps. Et puis on se prépare, on commence à visualiser ce qu'on va aller faire dans l'eau. Ah, c'est peut-être cliché de dire que l'apnée, c'est la liberté, mais c'est clair. On est dans l'eau. Il y a cette notion d'immensité et d'unité avec l'océan. Oui, bien sûr. Ouais. Là, j'ai fait quoi, 20 secondes? Ah non, plus que ça. Je vais pas dire que tu as fait 4 minutes, mais on n'était pas loin. Non, bah, super, ça m'encourage. Ah, c'est ça. Pour ma première plongée en mer, je suis bien encadrée. Ce sont les enfants de l'océan, l'association de Franck, qui vont m'accompagner. Alors, qu'est-ce que c'est, les enfants de l'océan? C'est une association pour protéger l'environnement de la mer et les animaux de la mer et tout ça. Et vous pensez que l'océan cache des trésors ou pas? Oui. Pas des trésors de pirates, mais des bons nourritures marins. C'est un petit check de... Yes! Quelques mètres sous la surface, et déjà s'offre à moi la magie des eaux bretonnes. Les enfants de l'océan sont plutôt à l'aise. Ce sont déjà des plongeurs confirmés, eux. Peut-être certains deviendront archéologues sous-marins comme Philippe Baudenès et son équipe de chasseurs d'épaves. Direction le Finistère Sud. C'est l'histoire d'un bateau fantôme. Un vaisseau disparu dans l'archipel des Glénans et dans les profondeurs du temps, dont les seules traces visibles sont 4 ancres abandonnées en pleine tempête. Deux siècles et demi après le naufrage, le destin de l'Espérance fait toujours rêver les passionnés d'archéologie sous-marine. Thierry, ce matin, va aller faire du magnétomètre sur cette zone-là.
Les deux autres semi-rigides vont travailler ici, chacun réciproquement sur chaque point centré sur les zones d'anomalie. On a ici une première zone qui va être faite aujourd'hui et les points relevés ont été ici. Philippe Bodenès est le directeur des opérations sur le chantier de l'Espérance. Avec lui, ils sont une quinzaine engagés dans cette aventure. Tous bénévoles, ils font partie de la Société d'archéologie et de mémoire maritime. Ils sont mécaniciens, historiens, électroniciens, mais surtout plongeurs de très haut niveau. On a commencé par la pédagogie, puis au bout d'une quinzaine d'années d'enseignement, on s'est aperçu que on avait fait un peu le tour. Et puis un jour, on rencontre un chantier archéo auquel on participe, comme on est allé faire un peu de spéléo sous-marine ou des choses comme ça, et puis on s'aperçoit que c'est passionnant. Et à ce moment-là, on a mis le doigt dedans, on est fichu, quoi, c'est fini. Hein. L'objectif de ce chantier est de localiser l'épave de l'Espérance, coulée en 1751 au retour des Indes, les cales chargées d'étoffes et d'épices. Les seuls indices dont disposent pour l'instant les plongeurs, ce sont les 4 ancres, trouvées par hasard au sud de l'archipel. Si l'épave se trouve dans ce site-là, c'est un très bon milieu à la fois de conservation parce que c'est un sable très fin. C'est un milieu très pauvre en oxygène et on aura de bons espoirs de trouver du matériel de qualité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, la position est assez sympathique aussi parce qu'on est protégé par l'île. Si vraiment c'est là, ce sera un beau chantier. C'est dans la rade de l'Orient, berceau de la Compagnie des Indes, que tout a commencé. Le dernier voyage de l'Espérance, mais aussi la longue quête des archéologues. Alors, c'est tout naturellement que Philippe et Claude, les historiens de l'équipe, se rendent à la citadelle de Port-Louis, témoin de cet âge d'or du commerce maritime. C'est là que l'Espérance aurait dû arriver, si le destin ne s'en était pas mêlé. Au musée de la Compagnie des Indes, on attend beaucoup de cette campagne de fouilles. C'est une opération qui est passionnante déjà parce que finalement on a assez peu de documents, je dirais, de toute nature sur cette Compagnie des Indes et très très peu sur les bateaux. On a sur les 60 bateaux qui ont naufragé de la seconde Compagnie des Indes, il y en a eu 11 qui ont naufragé en France. Donc qui fait partie de ces bateaux naufragés qui sont à proximité, je dirais, et qui peuvent révéler des informations importantes. À quelques encablures de Port-Louis, l'enquête se poursuit au service historique de la défense de l'Orient, avec une véritable plongée dans les profondeurs des archives. Qu'est-ce que tu as là ? Joseph Simon dit un travail de fourmi pour Philippe Bodenès, accompagné par Jean-Yves Leland, grand spécialiste de l'histoire de la Compagnie des Indes. Donc, alors, le premier, c'est Guillaume Toquet. C'est un matelot. C'est le maître de chaloupe. Donc là, on a tout le rôle d'équipage. Il commence forcément par les officiers. Le rôle d'équipage est un document précieux qui recense les quelques 300 personnes embarquées. Autant de témoins potentiels du drame pour Philippe et Jean-Yves. On doit s'approcher. Là, il rentre. Regarde. Alors, Guillaume, Guillaume, il est là. Super. Donc ça correspond bien. Le 4 janvier 1750, l'Espérance quitte Chandernagor, les cales pleines, pour un voyage d'1 an et demi. À l'approche des côtes bretonnes, une violente tempête l'oblige à s'abriter sous l'archipel des Glénans. La mer se déchaîne. 4 ancres sont mouillées, mais elles cassent toutes l'une après l'autre. L'Espérance dérive dangereusement vers la côte. Nous avons gouverné pendant la nuit au sud-est. Et à jour, ayant sondé, nous avons trouvé 60 brasses. Donc, ce qui voudrait dire que le bateau est bien plus loin ici. Voilà, on est à peu près là.
Je fais de l'est au sud-est. Ok. Le vaisseau longe les Glénans et la nuit avant le naufrage, il sait que le temps est très mauvais, que les roches sont très proches et il va vouloir mouiller. Il le décrit très bien. Il le décrit même instant après instant, puisqu'il va nous dire premier ancre, deuxième ancre, troisième ancre, quatrième ancre, et on va avoir comme ça l'ensemble des informations. Il n'y a pas de position exacte, et lui il va décrire un environnement, il va nous dire dans ce cas présent qu'il est à une portée de boucanier. Alors évidemment il faut se renseigner ensuite et essayer de trouver quelle était une portée de tir de boucanier pour pouvoir se dire que telle roche est environ à telle distance d'un tel tir. Eh bien on a une zone probable où il a attendu sur ses ancres que la tempête passe. Sur la base de ces indices, l'équipe de plongeurs a pu enfin délimiter une première zone de recherche dans l'archipel. On met à l'eau le magnétomètre, un concentré d'électronique capable de détecter la présence de métaux anciens, même recouverts d'une épaisse couche de sédiments. Pendant des jours, il va falloir ratisser la zone en tractant ce petit catamaran jaune et son poisson pilote. Un travail à l'aveugle, dont le résultat n'est pas garanti. Avant de savoir si l'équipe va parvenir à retrouver l'Espérance, nous, on est sûr d'une chose, c'est que nous avons rendez-vous avec Benjamin Pépi, un historien spécialiste des épaves. Il paraît qu'il y a plus de 1000 épaves qui dorment dans les eaux bretonnes. On va aller lui demander. Bonjour Benjamin. Bonjour Marine. Enchanté Marine. Ravi de faire votre connaissance. Ah, on m'a dit qu'il y avait éventuellement presque 1000 épaves qui dormaient dans nos fonds en Bretagne. Alors, est-ce vrai ? effectivement, la Bretagne étant un carrefour commercial, carrefour maritime commercial, forcément, il y a eu énormément de naufrages à différentes périodes. Le chiffre de 1000 que vous annoncez me paraît tout à fait probable. D'accord, bon bah un point alors. Il faut bien imaginer qu'il n'y avait pas de GPS, des cartes qui n'étaient pas très précises, et tout se faisait à l'estime ou à la vue. Donc forcément, quand il y avait du commerce, et notamment entre l'Espagne et l'Angleterre, et ben entre les deux, au milieu du trajet, il y avait un petit bout de terre qu'on appelle la Bretagne et qui a permis de... Si on la connaît pas bien, c'est vrai qu'on peut vite se planter. Effectivement, effectivement. Ce qui intéresse justement l'archéologie sous-marine, c'est d'aller découvrir les histoires à travers ces épaves. Alors qu'est-ce qu'on a pu retrouver justement sur les épaves ? Ça, c'est vraiment un objet de la vie à bord. Hein. On est sur ce qu'on appelle un pied de roi, donc il a plus de 300 ans. Tout à fait. C'était une règle, en fait, un compas de proportion. C'est-à-dire que ça permettait de mesurer les distances. De mesurer les distances sur une carte, de mesurer également l'âme des canons et la taille et le poids des boulets. Ça permettait aux canonniers, par exemple, de pouvoir mesurer la dose de poudre qu'ils devaient mettre pour pouvoir envoyer le boulet sur l'ennemi un peu plus loin. Bah, le plus précisément possible. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est un objet qui a 300 ans. 300 ans. Et ce qui est émouvant, ce qui est exceptionnel, c'est que quand on l'a trouvé sur l'épave, ben, on était les premiers à le voir, on était les premiers à mettre la main dessus. Le dernier qui l'avait touché, c'était vraiment un des marins. Donc là, c'est un objet qui provient de l'épave de la Galatée. Donc là, le dernier à l'avoir touché avant nous, c'est un marin de la Galatée. Et là, enfin, pour nous, passionnés d'épaves, justement, passionnés d'histoire, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une vraie enquête. Une vraie quête, une vraie envie de lui redonner vie. C'est une véritable enquête policière. Quand on plonge sur un site qui n'est pas connu, dont l'identité de l'épave n'est pas connue, c'est passionnant. Hein. On est aux aguets, vraiment on surveille tout. Et parfois, c'est un simple détail qui va nous permettre de trouver l'identité de l'épave. Benjamin et son groupe d'archéologues passionnés ont identifié près de 20 épaves. Chapeau les archéos. Sur le chantier de l'Espérance au Glénan, l'équipe d'archéologues bénévoles reste aux aguets, à l'écoute du moindre signal du magnétomètre. Chaque signal envoyé par le magnétomètre déclenche une nouvelle plongée. Il faut alors sonder, vérifier les données. Et puis il faut creuser. Creuser avant que le sable ne reprenne ses droits
comme il l'a fait depuis plus de 2 siècles avec l'Espérance. Les plongées s'enchaînent à un rythme de plus en plus soutenu, mais l'épave ne se livre toujours pas. Inlassablement, le magnétomètre continue de ratisser la zone. Au bout de 10 jours de navigation, il aura parcouru plus de 200 km dans les eaux de l'archipel. Au bout de l'effort, il y a peut-être une vraie découverte, donc on va continuer. Et pas question qu'on laisse tomber, on a encore beaucoup de choses à faire sur cette zone-là, puisque elle correspond, la profondeur sur laquelle on travaille correspond exactement au tirant d'eau du bateau. On a un tirant d'eau de 5,60 m et là, on était à 5,20 m, 5,10 m à basse mer, donc on y est complètement, quoi. Ça correspond exactement à... C'est probablement une zone comme celle-là. Est-ce que c'est celle-là? On n'en sait rien pour le moment, mais c'est probablement une zone comme celle-là sur laquelle est venu s'échouer le vaisseau, quoi. On se sauve avec le vaisseau là, comme ça. Combien il y avait d'hommes à bord? 216. Il n'a pas eu un seul noyé comme ça, non? Tu les retrouves dans le... Attends, Alors, pour faire un bon couscous traditionnel, il faut du couscous et du traditionnel. L'objectif pour une équipe comme la SAM, c'est travailler ensemble, plonger ensemble, être en mer ensemble, et trouver ou non, c'est pas si important que ça. C'est vrai que c'est formidable quand on y arrive, quand on n'y arrive pas, c'est pas non plus très grave. Après une saison entière de recherche, l'Espérance n'est toujours pas localisée. Et c'est aux archives de Brest que Philippe trouvera finalement la pièce manquante. Une lettre écrite après le naufrage, qui contredit le récit du capitaine. Un témoignage en particulier a attiré l'attention de Philippe. Celui d'un officier, passager de l'Espérance, qui contient une information capitale sur les conditions météo le jour du naufrage. Voilà, vous avez vu, il déclare donc qu'il y avait un certain nombre de personnes, 150 hommes d'équipage, 50 passagers. Et il mentionne ici quelque chose de très intéressant, c'est qu'il met le temps de brume, les vents sud et sud-sud-est. Donc ça me permet maintenant de changer l'hypothèse de l'échouage qui jusqu'à présent était plutôt située sur le sud-sud-est. On peut peut-être envisager qu'il soit rentré dans les îles parce que ces vents-là sont favorables, si vous voulez. Comme on travaille uniquement avec des choses factuelles, on ne peut pas faire quelque chose si on n'a pas une preuve. Et là, j'ai une preuve. Donc, ça justifie la possibilité de retourner au Glénan, de remonter une opération avec une zone légèrement décalée. C'est-à-dire que plutôt que de rester sur la pointe sud, cette fois, on peut rentrer dans les îles. Cette révélation relance l'espoir de localiser l'épave. L'équipe reprend à zéro les recherches dans la nouvelle zone. Au bout de quelques jours, le magnétomètre finit par se réveiller. Alors là, on a quelque chose de très intéressant. C'est pile poil à le même endroit. Bon bah, on va se concentrer là. En plus, ça semble assez logique comme passe. Cette fois-ci, les données sont claires et prometteuses. Il était temps. C'est le dernier jour du chantier. C'est sur cette position qu'on a eu le plus d'échos magnétométriques et pour nous c'est un endroit de recherche évident. Si on avait commencé l'année dernière bien plus au sud, on n'a eu aucun signe magnétométrique de présence du bateau, alors que là on a une série d'échos qui pourraient correspondre au naufrage. Il ne reste plus qu'à attendre l'analyse des données le soir même pour que soient confirmés les espoirs de l'équipe. Et là, du positif. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sur toutes les acquisitions qu'on a faites depuis le début de l'opération, on n'a jamais eu des valeurs qui étaient si propres que ça. Là, il y a vraiment un truc qui est très intéressant. C'est clair. Oh, je peux dire qu'à mon avis, c'est au moins 3 ampères maximum. Laissez tourner ah oui, merci les gars. Ce que l'on fête ce soir, ce n'est pas la découverte d'un trésor,
C'est juste la certitude d'avoir exhumé l'histoire d'un vaisseau englouti par l'oubli. Mais c'est aussi pour les plongeurs l'espérance d'un nouveau chantier prometteur. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis à bord de l'André Malraux, navire de recherche archéologique sous-marine. C'est le bateau du Drasme. Cet organisme d'État intervient lorsqu'une épave est identifiée et présente un intérêt historique. Bon, on va faire les choses bien, on respecte le protocole et on va aller voir le commandant. La Pérouse de l'André Malraux sur 8. Bonjour, commandant. Bonjour Marine. Enchantée. Bienvenue à bord du navire André Malraux. Bah écoutez, merci. Alors où est-ce qu'on se trouve là exactement? Là, on est à l'entrée du goulet de Brest et donc on est à la recherche d'une épave. Et on se prépare à mettre le matériel de détection à l'eau. Ça se trouve où? Sur la plage arrière. Bah écoutez, je vais aller voir les appareils. Et puis bien. peut-être que j'aurai la chance de revenir ici parce qu'on a une belle vue. Tout à fait, ouais. L'épave recherchée, c'est la Cordelière, le vaisseau amiral de la flotte d'Anne de Bretagne, rien que ça, coulé ici en 1512 lors d'une bataille contre les Anglais. Cette épave n'a jamais été localisée, mais on dispose aujourd'hui de nouveaux moyens de prospection. Bon alors là, Erwan, on descend à combien de mètres de profondeur? Alors là, on va avoir des fonds compris entre 50 et 15 mètres. D'accord. Et donc le but, c'est que le magnétomètre et le sonar à balayage latéral soient le plus proche du fond. Et dès qu'ils vont détecter des métaux, ils vont envoyer des signaux. Voilà. On va avoir l'image en direct sur Bon, bah, l'ordinateur c'est du parti, on y va surveilleur. Ouais, allez, on y va. Parfait. Direction le centre de contrôle de l'André Malraux, là où les appareils électroniques en plongée envoient leurs informations en temps réel. Sous l'autorité de Michel Lourd est confiné ici tout un bataillon d'archéologues qui ne quittent pas des yeux les écrans de contrôle. Ce jour-là, à 50 mètres de profondeur, les engins de détection réagissent. Oh putain, il y en a deux. Eh oui. On dirait qu'il y a deux carènes. On refait la même ligne parce qu'on a vu quelque chose d'intéressant. On a de la chance de vivre en live la détection de certains signaux. C'est ça qu'on peut appeler ça comme ça, messieurs? D'une anomalie D'une anomalie. plutôt importante. Tu peux éteindre la clé, ça là-bas. Et là, c'est un peu excitant, là, non? Oui. On est à la recherche de deux bateaux, la Cordelière et le Regent. Et là, on ne sait pas trop s'il y a deux bateaux ou un. Non, ce qu'on voit d'emblée, il y a une épave, là, c'est à peu près sûr, je pense. Sur le multifaçon. On le voit aussi sur le multifaçon. Voilà, donc il y a une épave, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a deux? Il y avait l'impression qu'il pouvait y en avoir deux, ce qui évidemment serait plus intéressant pour nous. Mais par contre, on est loin de savoir si c'est la Cordelière. Ah bon, oui, oui. Ah ouais. Non. Le danger, c'est toujours de se mettre à tout interpréter pour satisfaire ses fantasmes. Parce que je suppose qu'on en a beaucoup, surtout quand on est... Bon, ben, comme toujours, quand on a investi dans un projet de recherche, on a envie de trouver, non? Ouais. Donc quand on trouve quelque chose, on aurait envie que ça soit ça. Mais step by step. Là voilà. Ouais. Voilà, pareil ici. Oh la vache. Ah, c'est gros. Ouais, c'est Carrément mignon. C'est presque trop gros. Ouais, c'est gros. Mais t'en as deux, hein, là, Michel. Bah, t'en as deux si t'as ça et ça. Oui. Sauf si elle est ouverte. Parce que là, on a l'impression d'avoir eu deux extrémités, Ouais. et presque trop bien conservées, et tu en aurais peut-être une ici. On a du métal aussi de toute façon. Et c'est presque trop là. Ouais, c'est presque trop beau. C'est presque trop beau. Mais quand même pas La vraiment longueur dans la fait à face, peu près là, 30 mètres. Pas tout à fait. quoi. Une largeur d'épave de 6 à 7 mètres et une étendue de site d'une vingtaine de mètres. C'est la meilleure date. Quel est le lien entre ces épaves d'il y a des décennies et des millénaires avec aujourd'hui? Il faut comparer avec une grande bibliothèque
La mémoire de l'humanité se trouve sous la mer. Je pense que les plus grandes découvertes de l'archéologie, elles viendront des fonds marins, parce que c'est les lieux qui ont été longtemps les mieux protégés, parce qu'une épave, au-delà du chaos du naufrage, c'est une page d'histoire qui reste figée. Donc ça, c'est la première chose. Et donc nous, au fond, certains travaillent dans des bibliothèques et dans des fonds d'archives, et nous, notre fonds d'archives, c'est le fond de la mer. Et donc on égrène des manuscrits page à page, qui nous amènent tout d'un coup un flot d'informations, qui ramènent aussi des pages d'histoire oubliées, des mémoires des individus, du commerce, du trafic, des savoirs techniques, de la technologie. Donc c'est un peu tout ça qu'on feuillette au fur et à mesure, épave par épave. Comme m'a dit Michel Lourd, il ne faut jamais trop s'exciter. Il avait raison, car après plusieurs plongées, cette épave n'est peut-être pas la Cordelière, mais un navire marchand de près de 40 mètres de long, datant du Moyen-Âge. Et les épaves de cette époque sont plutôt très rares. Donc belle prise pour l'équipe du Drasme. Les fonds marins ont encore beaucoup d'histoires à nous raconter, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, seulement 5% de la surface des océans a été explorée. Je sais ce qu'il me reste à faire, prendre quelques cours de plongée et surtout vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tu fais de la pêche au fond.